Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, donc merci Jean-Michel et je te laisse la parole pour présenter le projet Alto. Le, le projet Alto, bonjour à tout le monde, merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Ici, en espérant. Vous voyez? Oui, C'est Oui, bon? c'est bon. Très bien. Donc, bonjour tout le monde. Donc, moi, Jean-Michel Ricard, je travaille au CTIFL de Balandran, qui est situé à côté de Nîmes, dans le Gard. Et donc, j'ai eu un peu la chance de participer à ce projet Alto, qui est un projet en fait qui s'est déroulé dans le cadre d'expérimentation Expé Ecophyto de 2018 à 2023. Alors le projet, il continue toujours. En fait, les parcelles sont toujours présentes, hein, et on travaille toujours dessus. Mais voilà, le projet a été financé dans ce cadre-là pendant 6 années. Donc en fait, ALTO, c'est en fait un acronyme qui en fait s'adresse plutôt à de l'expérimentation système en arboriculture fruitière et dans un objectif, dans un cadre de transition agroécologique, puisqu'il s'agit dans ce projet-là, qui est porté, en fait, qui a été porté par l'INRAE de Gotteron, de travailler sur des systèmes d'expérimenter des vergers diversifiés dans un cadre vraiment de réduction très forte des intrants phytosanitaires. Donc moi, je vais me focaliser quand même sur le système qui a été mis en place et sur lequel j'ai travaillé au niveau du site IFL, essentiellement. Donc juste pour quand même resituer un peu le cadre un peu général de ce projet Alto, c'est tout d'abord un projet qui en fait s'est adressé à la reconception de systèmes de vergers, et qui s'est faite reconception qui s'est faite en, comme on appelle, en co-conception, c'est-à-dire avec vraiment un ensemble de partenaires du réseau de recherche et développement, je dirais en arboriculture, mais aussi grâce aussi à la présence voilà, de producteurs associés à ces ateliers de conception ou de reco-conception. Et puis en fait, ce projet, il est vraiment dédié en fait à de l'expérimentation de ces vergers-là, des vergers diversifiés qui sont basés sur essentiellement sur la régulation naturelle et la volonté de favoriser la biodiversité et notamment le service de régulation associé à cette biodiversité. Et on a travaillé dans le cadre du projet Alto sur trois sites d'études, 3 cas d'études. Je vais commencer par le troisième puisqu'il a été présenté lors du RMT, la dernière réunion du RMT là, du groupe par Pierre-Éric Loury, qui est un système vraiment plus axé agroforesterie avec des restinclières avec des noyers et des pommiers associés. Le site donc de l'INRAE de Gotteron avec un verger circulaire dont vous avez peut-être entendu parler, sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais qui est donc un verger planté de novo, comme on dit. Et puis le site du CTFL de Malandran, sur lequel on va s'attarder bien sûr dans toute cette présentation, qui est donc en fait un verger plutôt de reconception et d'évolution pas à pas d'un préexistant. Dans chacun de ces systèmes, on avait aussi en commun le pommier comme espèce commune, ce qui a permis quand même d'avoir des protocoles partagés, notamment voilà, sur l'aspect régulation du puceron cendré du pommier. Et puis, comme je le disais, bon, c'est le cadre de contrainte phytosanitaire est relativement extrême, entre guillemets, hein, puisque sur le verger de Gotteron, bah, le choix a été fait de travailler en zéro pesticide, et sur le verger, donc aucune pulvérisation de produits phytosanitaires.
Et sur le verger du CTFL de Balandran, on était avec un très bas niveau d'intrants, je le détaillerai après. Et puis dans ce projet également, il y a une dynamique multi-acteurs, comme on appelle, qui a permis aussi de travailler voilà, sur l'évaluation de ces systèmes, sur aussi voilà, le partage de connaissances autour des systèmes diversifiés, puisque ce sont aussi des vergers diversifiés qui existent chez un certain nombre de producteurs et on a essayé voilà, de créer une dynamique d'échange avec notamment des animations comme ce qu'on a appelé des cafés agro, donc des animations thématiques pour partager, avoir des retours d'expérience au-delà de l'expérimentation qu'on menait sur différentes problématiques qui se rattachaient à ces vergers diversifiés. Voilà, donc au niveau vraiment du CTFL de Balandran, on avait plusieurs objectifs. Tout d'abord, on est un objectif de diversification d'une zone de verger déjà préexistante. C'est pour ça que je parlais de reconception pas à pas, progressive. Et on est parti de trois petites sous-parcelles, trois petites parcelles d'abricotiers pêchés oliviers qui étaient déjà cultivés en abai, mais qui étaient voilà, en phase un peu au début d'une phase adulte de production et dans laquelle on a voilà, voulu diversifier cet espace vers un verger multi-espèces avec une certaine proportion de pommiers et dans laquelle on a réalisé des transformations, comme je vous présenterai après. Notre objectif, c'était de tester la conduite d'un tel système avec vraiment des protections phytosanitaires très basses. Notamment, on s'est autorisé l'utilisation de produits de biocontrôle, mais on s'est exclu certains produits connus pour avoir un impact sur la faune auxiliaire, puisque notre objectif c'était quand même de travailler en régulation naturelle. Notamment, voilà, l'azadiractine ou le spinosade n'ont pas été inclus dans nos pratiques. Et puis on a voilà, essayé de travailler aussi avec en réduisant au maximum les doses de cuivre et de soufre. Donc vraiment du zéro FT chimique, des niveaux d'IFT très bas, comme je le détaillerai après. Et ensuite, on a voilà, conduit ce système un peu selon des principes d'agroécologie. On a essayé de travailler le moins possible le sol et de pratiquer notamment sur certains arbres des engrais verts. Donc l'objectif, c'était de favoriser aussi la biodiversité et les services de régulation. Alors comme je l'ai dit, c'était un espace existant, ben, on avait certains aménagements agroécologiques, mais on les a complétés, on a essayé de continuer à transformer l'espace et voilà, de façon à favoriser, par exemple, aussi à travers les pratiques culturales, un ensemble de ressources pour une biodiversité maximale. Voilà, et puis bien entendu, dans ce projet, on a cherché à déterminer les performances ou en tous les cas les résultats sur différents plans, qu'ils soient agronomiques, économiques, voire même sur l'aspect lié au travail dans ces espaces de production diversifiés qui modifient quand même aussi, en tous les cas, la perception ou qui peuvent modifier la perception et le travail. Et puis voilà, sur un plan un peu plus aussi scientifique, voilà, on se posait les questions vis-à-vis de la régulation naturelle des ravageurs, à comprendre un peu les processus et puis aussi voilà, à voir si notamment le fait d'installer des jeunes pommiers dans un système déjà un peu riche en infrastructure procurait un avantage ou pas. Donc en fait, voilà, en gros, pour résumer en deux images, voilà, qu'est-ce qui se passe quand est-ce qu'on est capable de passer d'un système verger relativement simplifié vers un système beaucoup plus complexe et beaucoup plus diversifié. Et puis on a aussi, on a commencé à travailler parce que c'est pas facile, mais on a commencé à travailler sur voilà une évaluation qu'on qualifie de multicritères de ces systèmes, donc
qui a pour objectif de prendre en compte un ensemble d'aspects et de paramètres importants au-delà de la simple production ou rendement brut, même si c'est un aspect important. Donc initialement, bon, pour aller très vite, je disais qu'on était parti d'un préexistant. En fait, je voulais surtout signaler voilà, qu'on avait trois zones au sein d'un espace qui était déjà assez diversifié, avec déjà une présence d'infrastructures agroécologiques, de haies ou de gîtes. Et on a complexifié, on a davantage ce système en introduisant au sein notamment des oliviers, des abricotiers et des pêchers, dans ce module-là, d'à peu près 1 hectare de surface, euh, de nouveaux arbres, donc en supprimant certains arbres et en introduisant, comme on le voit un peu sur sur ce schéma, des pommiers avec quatre variétés de pommiers, Opale, Story, Mandy, Garance, donc des variétés euh, résistantes à tavelure, hein, comme on le dit, introduites sous forme de double rang, comme on voit sur le schéma, hein, en marron, soit au sein des oliviers, soit au sein des abricotiers. Donc, avec deux zones que je qualifie de zone pommier-olivier, zone pommier-abricotier. Et puis d'autres espèces nouvellement implantées, un peu plus minoritaires en nombre, hein. Donc de la figue, du kaki, du kiwi et du prunier. Donc ça nous fait un total de 8 espèces fruitières et de 12 variétés dans cet ensemble. Et puis d'autre part d'aménagement agroécologique, de OG composites diversifiés, des basses arbustives, comme on peut le voir, qui encadrent un peu l'ensemble des rangs, une mare, des gîtes, des nichoirs. Donc, en vue aérienne, on peut se représenter peut-être un peu plus facilement le système, avec notamment, on a enrichi aussi en plantes, alors plantes aromatiques, mais des plantes pour essayer d'apporter des ressources estivales, notamment en fleurs, à des périodes où il y a relativement peu de ressources, chez nous en tout cas, au sein de ce système. Donc, pour en avoir une vision, alors avec quelques photos, on voit sur la partie gauche l'association pommier-olivier, les double rangs de pommiers sur la gauche et les pommiers et les abricotiers. Et puis sur la partie droite, quelques photos des aménagements agroécologiques, avec notamment la mare, des gîtes et des nichoirs, nichoirs à mésange charbonnière, à mésange bleu, des nichoirs à chouette, et des haies arbustives sur la photo du dessus. Donc l'idée a été de recréer quand même un maximum de connectivité entre tous ces habitats. Donc en termes de pratique, pour vous montrer un peu ce qu'on a fait, on a travaillé avec notamment justement un travail du sol réduit sur le rang des arbres, notamment avec ce qu'on appelle le système sandwich, qui est en fait un travail du sol linéaire sur le bord des rangs de plantation et un enherbement semé sur le rang lui-même. Alors pas la première année, mais la deuxième année, hein. La première année, on a travaillé le sol en plein, puis ensuite on a semé ce mélange-là à base de fétucovine, trèfle blanc, lotier, alice, achillée, véronique, et qui a évolué aussi au cours du temps, mais qu'on n'a jamais fauché. Et puis on a pratiqué à partir de la deuxième année aussi ce qu'on a appelé des engrais verts fleuris en enterrant des pommiers. Et en fait, là, c'était alors un objectif beaucoup de bandes fleuries pour essayer de favoriser les auxiliaires précoces, auxiliaires intéressants vis-à-vis du puceron cendré du pommier. Donc avec des semis d'automne d'engrais verts à base de seigle, radis et feuilles notamment,
qui a permis quand même d'essayer d'attirer assez tôt en saison, là on voit le radis en fleurs, un ensemble d'auxiliaires de manière la plus précoce possible. Et ensuite, ces engrais verts ont été détruits au Rolofaca à partir de vers la fin mai, ce qui a permis de, voilà, l'image de la destruction, qui a permis de conserver un mulch pendant tout l'été en enterrant des arbres. Pour finir un peu sur l'aspect des pratiques, pour la description du système, donc en termes de pratiques sanitaires, je disais qu'on avait utilisé certaines solutions de biocontrôle, ça, alors selon les espèces bien entendu, mais ça consiste à soit de l'argile, soit du lait de chaux, soit du virus de la granulose en pomme exclusivement. Voilà, des doses réduites aussi de soufre et de cuivre, puisque, comme on peut le voir en moyenne, en fruits à noyaux, on est sur des IFT biocontrôle de l'ordre de 6 à 7 et de 12,6 en pommes. Et en olivier aussi, également, des IFT de l'ordre de 6. Des doses un peu plus importantes de cuivre métal, parce que la lutte contre les maladies du feuillage est quand même assez complexe, difficile à atteindre. Alors, quels sont un peu les résultats de ce système décrit rapidement? Donc, on verra un peu les points concernant la biodiversité et la régulation naturelle des ravageurs, des aspects plus agronomiques et puis des, des résultats autour de la production et ce qu'on a pu faire en termes de calcul, d'approche économique autour de ces résultats. Donc tout d'abord, autour de la biodiversité, puisque c'est quand même l'objectif, le levier principal qu'on a essayé de développer. L'idée, c'était d'abord de voir si on avait réussi à favoriser un ensemble de ressources, et notamment une faune et une flore diversifiée et importante. Ça a commencé, on a réalisé bien entendu un ensemble de suivis nombreux aussi bien sur la flore que la faune vertébrée et invertébrée au sens large, beaucoup axé sur les auxiliaires de culture, mais pas que. On a réalisé, par exemple ici, des inventaires de ressources en fleurs, donc de présence de fleurs à l'échelle du système et puis sur chacune des cultures. Ce qui nous a permis d'enregistrer plus de 200 espèces de plantes en fleurs sur toute l'année, avec 43 familles, 146 genres. Et on a plus de 30 espèces qui sont avec un nombre de jours de présence très important, notamment voilà, des 4 familles qui sont aussi des familles relativement attractives pour la faune auxiliaire, que ce soit les apiacées, ces anciens ombellifères, là, les astéracées avec l'acquis des millefeuilles par exemple, voilà, des brassicacées ou les légumineuses fabacées, qui représentent les 4 familles les plus abondantes. Ces plantes en fleurs, on peut les décliner voilà, selon un calendrier des floraisons. Je disais qu'on avait, on avait essayé de favoriser une floraison et des auxiliaires précoces en ciblant le puceron. Sur la période puceron cendré de février à mai, pour nous, en tout cas, on a pu recenser à peu près 28 espèces de plantes en fleurs, aussi bien des plantes, des espèces semées, qui sont encadrées en orange là sur la diapositive, que des espèces spontanées. Et on voit qu'il y a beaucoup d'espèces spontanées qui sont en fleurs et qui sont aussi fréquentées par une faune auxiliaire. On retrouve donc dans les espèces encadrées, voilà, les espèces aussi bien de l'engrais vert fleuri, comme voilà, la fève et le radis,
que des zones sandwich dont j'ai parlé, qui ont été semées sur le rang des arbres, que ce soit la véronique, le trèfle blanc, le lotier ou la lys maritime. Et en continuité de ça, on a fait de nombreuses observations de l'entomofaune auxiliaire. Alors sur les engrais verts fleuris, par exemple, bon ça ces histogrammes sont vraiment juste pour illustrer un peu le fait qu'on avait une entomofaune relativement riche et diversifiée. Sur l'histogramme de gauche, on voit en fait les observations par transect visuel d'auxiliaires sur les interrangs de pommiers, dans lesquels on avait fait des engrais verts fleuris, dans lesquels on a pu enregistrer, bon là, la date est au 5 mai, mais on a pu enregistrer précocement, dès le fin mars, début avril, des abondances, par exemple, de cirf assez importantes dans les deux types d'associations, que ce soit pommier olivier ou pommier abricotier. Cirf, mais aussi punaise myride qu'on a pu voir précocement dans les foyers de pucerons. Et puis sur la droite, c'est des observations plutôt réalisées par frappage, là, sur la frondaison aussi bien des haies, des vergers, qui permettent, voilà, juste pour illustrer la diversité et le nombre important de familles ici, d'auxiliaires identifiés, que ce soit des familles d'araignées, des familles de coccinelles, de forficules, de punaises myrides, d'autres punaises prédatrices, avec notamment des abondances importantes sur certaines haies et surtout au niveau de certaines cultures. Ben ça c'est l'effet attractif aussi à cette période-là, là, début mai, des échantillonnages. L'effet attractif lié à la présence de pucerons, que ce soit sur les pommiers ou les pêchers, effet attractif pour les auxiliaires, donc une ressource attractive pour les auxiliaires. Et puis les observations de biodiversité ont concerné également la faune vertébrée, enfin pas que d'ailleurs, d'autres espèces. En tous les cas, par exemple, on s'est intéressé aux libellules. Bon, on a fait des inventaires là-dessus pour essayer d'identifier un peu la présence de libellules aussi bien dans le verger que attirée par la mare, avec de la reproduction au niveau de la mare. On a même également travaillé sur le régime alimentaire par métabarconing de ces libellules, qui nous a permis de montrer qu'elles consommaient certaines classes de ravageurs. Et puis également, voilà, Excusez-moi, oui, monsieur Becker. pardon. Pardon. Par moment, la connexion est pas très bonne par moment, votre connexion n'est pas très bonne et des mots disparaissent. Enfin, on n'entend Ah, pas. Bon, globalement, on je suis comprend la phrase, mais c'est quand même limite, quoi. je Moi, suis j'entends bien. désolé. Ouais, de notre Je, côté, ça Ça va vient de aussi, chez hein. vous. Ça Oui, doit de mon venir. côté, ça va Ah, ça aussi. viendrait de Mm. chez moi alors? Oui. ah, Ah bon, alors c'est moi. Alors je vais essayer de corriger ça. je Pardon. suis désolé. Moi, je vous entends bien, enfin, en tous les cas, mais donc je vais continuer. Donc je disais des observations aussi sur la faune, par exemple sur les oiseaux, parce que on a travaillé voilà, soit avec des pièges photographiques, comme on peut voir les images, soit avec des inventaires ponctuels d'abondance. Donc des observations qui permettent voilà, de conforter, je dirais un peu la biodiversité globalement, que ce soit au niveau des oiseaux ou au niveau des chauves-souris, des enregistrements acoustiques de fréquentation de ce système par voilà, et puis quelque part un peu d'effet global, je dirais, du système vis-à-vis d'une biodiversité fonctionnelle ou plus globale, quoi. Du coup, ben, on peut se demander quels sont un peu les effets de ce système de cette biodiversité qu'on a essayé de favoriser sur la régulation. Alors, on a fait euh, et quelle maîtrise des bioagresseurs on a pu obtenir. Donc pour ça, on s'est focalisé, enfin on a utilisé plusieurs méthodes,
soit bon, pour certains ravageurs comme le puceron cendré, des travaux sur vraiment la dynamique de population à différentes échelles, aussi bien du ravageur des auxiliaires. On a utilisé des proies sentinelles, donc des proies exposées sur des cartes de prédation pour avoir aussi une forme d'indicateur. Et puis aussi des suivis de dégâts sur un ensemble de ravageurs pour avoir une vision un peu plus globale de la maîtrise. Sur le puceron, ce qu'on a pu constater, en fait, déjà, c'est que on n'était pas à l'abri d'infestations précoces sur les jeunes arbres, comme on observe souvent sur le puceron cendré du pommier, avec quand même, je dirais, à partir de la troisième ou quatrième feuille, une meilleure, enfin une bien moindre infestation qu'en tout début de vie du verger. Et ce qu'on a pu constater également, c'est une variabilité spatiale, c'est-à-dire qu'en fait, on a constaté qu'on avait une dynamique de développement. Par exemple, si on regarde cette courbe sur le nombre de pucerons par foyer, ça c'est à l'échelle des rameaux. Une dynamique de développement nettement différente entre les pommiers qui sont situés dans une zone par rapport à, notamment dans la zone associée aux oliviers, comparativement à la zone où ils sont associés aux abricotiers, comme on le voit sur les deux courbes vertes et orange. Donc je dirais, en tous les cas, on peut mettre en relation ça avec la dynamique des auxiliaires. Donc une zone où en fait où on a une régulation plutôt précoce dans l'association pommier-olivier et une absence ou une régulation, on va dire plutôt tardive dans l'association pommier-abricotier. Pour des raisons qu'on a cherché à essayer justement d'expliquer et qu'on ne connaît pas encore totalement. Et en termes plutôt de régulation agronomique, là c'est en fait les niveaux d'infestation de symptômes finaux sur les arbres, à l'échelle des arbres entiers. On retrouve justement aussi une différentiel entre l'association pommier-olivier et l'association pommier-abricotier, dans lesquels on a un niveau d'infestation des arbres avec des proportions d'arbres de classe 1 et 2 très importantes au niveau des pommiers, pommiers associés aux oliviers, comparativement aux pommiers de l'autre zone sur la droite, où on a davantage d'arbres de classe 3 et 4, qui sont des arbres relativement impactés et infestés par le puceron. Donc une régulation différentielle pour lesquelles on retrouve en fait des effets sur les dégâts sur fruits, notamment, avec davantage de dégâts. Et une régulation plutôt, je dirais, voilà, agronomiquement acceptable en tous les cas dans la partie où les arbres sont associés aux oliviers. Après, au niveau des autres ravageurs et maladies, nos problématiques, alors ils sont nombreux, hein, bien entendu, mais on a eu plutôt, je dirais, une maîtrise correcte, par exemple, des problèmes de forficule en fruits à noyaux. Ça, c'est plutôt un aspect positif et intéressant. Alors j'ai mis des smileys avec des couleurs pour essayer de représenter un petit peu le pourcentage d'organes atteints, voilà, avec une catégorie en orange de 25 à 50% d'organes atteints. Donc les problématiques un peu plus difficiles à maîtriser, ça a été le mouillage sur fruits en pêche. Ça c'est quand même un petit peu connu. Et puis on a aussi une problématique de pucerons farineux sur pêcher qui voilà, a induit quand même des niveaux de déchets. Parce que j'ai mis à droite les niveaux de déchets
verger et station, les deux, moyens, donc avec beaucoup de déchets en pêche. Et après, que ce soit en abricot ou sur les autres productions, on est de l'ordre de 20-25% de déchets en général sur l'ensemble des cultures. En pomme, on a une problématique, voilà, également à peu près autour de 25% de déchets dans ce verger, avec une problématique carpocaps qui est pas simple à maîtriser, malgré l'utilisation du virus de la granulose. C'est le seul produit de biocontrôle qu'on a utilisé, puisque je l'ai pas précisé, mais en puceron, on n'a réalisé aucune application de protection. Et puis ensuite, on a des difficultés, enfin, en termes de maîtrise, plutôt en olivier, vis-à-vis des maladies du feuillage, qu'on appelle l'œil de paon, la cercosporiose, un peu lié bien sûr aux aléas climatiques, notamment. Alors après, en ce qui concerne la production, voilà, pour essayer d'avoir un peu une vision d'ensemble. Vous avez ici un peu les niveaux de production commercialisables. Alors c'est une représentation ramenée par espèce, hein, ramenée en tonnes hectares. Depuis l'implantation, donc en 2019, en première feuille des pommiers, alors que les abricotiers, pêchers, oliviers étaient déjà en production, hein. C'est pour ça qu'en 2019, on a quand même déjà un certain niveau de production. On a été impacté par le gel en 2020 et surtout 2021. Donc, c'est pour ça qu'en fruits à noyaux, on a des niveaux de production très bas et une entrée en production progressive des pommiers. On peut constater que, en fait, ce qui a sauvé un peu la production dans un système comme ça, par exemple en 2021, c'est la production d'olives, hein. Alors qu'inversement, en 2022, vu qu'on a une certaine alternance, c'est plutôt les productions, bon, elles sont assez équilibrées, mais en fruits à noyaux, notamment, qui vont réaliser l'ensemble, la part la plus importante de la production. Donc, on a voilà, des niveaux de rendement je dirais, enfin, je sais pas, après ça dépend un peu des références que l'on prend, ça c'est clair. Mais en 2022, qui était quand même à peu près équivalent à ce qu'on peut avoir en verger bio par exemple. 2023, par contre, on a eu des soucis sur la pomme notamment. Je pense qu'on est rentré un petit peu à cause du gel et d'une production peut-être un peu trop forte en 2022 en alternance, combiné à voilà, peut-être aussi certains dégâts de campagnol sur les arbres, ce qui fait qu'en pomme notamment, on a une production très faible, on va dire. Et puis sur les autres fruits plus secondaires, une entrée progressive et un peu une montée en puissance, notamment sur la figue, qui a démarré en 2021, donc en troisième feuille, et sur kaki. Alors, ce qu'on a fait, on a essayé de calculer en termes économiques le chiffre d'affaires du système. Alors, c'est pas un exercice facile, tout dépend aussi de ce qu'on prend comme données. Alors, on a fait un premier calcul avec des prix RNM cours expédition, hein, en bio. Donc, ce qui permet un peu de faire une évaluation à l'échelle du système, hein, je parle, du chiffre d'affaires global. Donc, on voit que celui-ci
et bien sûr, c'est dans la pure lignée des niveaux de production, mais que il est très impacté, il est très faible en 2020-2021, et qu'après, il va se situer entre 13 et 16 000 euros pour le système qui fait à peu près 1 hectare, hein, pour simplifier. Donc en 2022 et 2023. Et là, je vous ai mis à peu près le coût de main-d'œuvre estimé qui est de l'ordre de 15 000 euros par an. Donc on voit qu'avec des bases de prix RNM, on est vraiment très très limite en termes en tous les cas, de résultats économiques. Et après, on a fait une simulation, fait un peu la même simulation avec des prix de vente directe qui sont ce qu'ils sont, sûrement discutables, mais pour essayer voilà, de faire également un peu ce travail-là. Et c'était plutôt l'idée de voir, effectivement, on se rend compte que on valorise mieux et que c'est ce qu'on c'est une des conclusions aussi je dirais des résultats de ce système-là, c'est que la valorisation reste un point clé très important pour essayer de- d'atteindre un niveau si ce n'est de rentabilité, mais en tous les cas d'équilibre économique euh, avec ce système diversifié en tout cas. Et puis là, on a essayé, je disais qu'on essayait d'avoir une évaluation un peu multicritère. J'ai essayé de représenter un petit peu les performances quand on met en regard dans le système la part de la surface cultivée par chaque espèce. Alors, j'ai simplifié en prenant les 6 espèces en production. Sur l'année 2022, la part de la production et ainsi que la part du chiffre d'affaires et du temps de travail. Ça permet de voir par exemple que sur cette année-là, on peut dire qu'en fait les pommiers ont relativement peu contribué au chiffre d'affaires alors qu'ils occupent une surface importante et un temps de travail non négligeable. Euh, alors que voilà, le- pour la figue, ça serait presque l'inverse, quoi. Donc en conclusion, je ne sais pas si je suis dans les temps, mais en tous les cas, en conclusion sur ce verger alto, après ces premières années d'expérimentation, on est sur un système qu'on qualifie encore jeune, hein, puisque, bon, d'une part, toutes les espèces sont pas en production, mais aussi les pommiers rentrent dans une phase adulte au jour d'aujourd'hui, donc on a besoin globalement de retour, d'avoir suffisamment de recul pour avoir des données pluriannuelles, que ce soit en termes de production, en termes de régulation et d'équilibre un peu au niveau des bioagresseurs dans ce système-là. Globalement, on peut dire qu'on a un système qui est très favorable à la biodiversité, on l'a vu, dans lequel on a une forte prédation. Je n'ai pas parlé des cartes de proie sentinelle, mais ça, on a pu le constater comparativement à des résultats des références qu'on a par ailleurs. La régulation naturelle, il y a de la variabilité, alors tout dépend des exigences que l'on peut avoir, mais je dirais que on a un niveau relativement plutôt assez bas de nombreux ravageurs, mais que c'est le cumul qui est un peu préjudiciable, avec du puceron cendré qui n'est maîtrisé que sur une partie de la parcelle. Alors j'ai pas explicité les raisons. On a essayé de travailler notamment sur l'interaction avalies-fourmis, puisqu'on s'est rendu compte que en fait c'était dans la zone en fait où il y avait présence de fourmis que la régulation se faisait moins bien. Donc ça peut être
un des effets explicatifs. Il y a des ravageurs qui sont non maîtrisés, en tous les cas insuffisamment, que ce soit le carpocaps et le campagnol. La problématique maladie, ben oui, ça reste une part importante quand même aussi de nos problématiques. Et puis, par rapport à l'avantage vis-à-vis de la régulation naturelle, mettre des jeunes arbres dans un système qui était déjà quand même assez évolué, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, c'est peu évident, on n'a pas vraiment de référence et je dirais que je suis peut-être un petit peu déçu personnellement par rapport à ces questions-là. Voilà, au niveau de la performance économique, bah, ça reste encore un peu difficile à évaluer. On a des productions qui sont des taux de déchets importants et comme je disais, besoin d'une valorisation vraiment particulière de ces productions-là qui restent quand même relativement faibles et pour lesquelles il faut faire des efforts particuliers voilà, soit la vente, soit la transformation éventuellement. Ça fait partie des axes futurs du projet. Et puis aussi autour du travail et de l'attention que ça peut demander, bah, c'est un système qui demande voilà, beaucoup d'attention, de besoin de monter en compétence, de temps d'observation. Et ça fait partie aussi voilà, d'un ensemble de remarques qui sont partagées par l'ensemble des partenaires. Et puis aussi, voilà, c'est certaines pratiques qu'on a essayé de mettre en œuvre qui sont pas faciles à réaliser, notamment les engrais verts fleuris. Et une charge de travail qui s'étale tout au long de l'année, c'était voulu, on a essayé de la calculer, mais ça reste voilà, des systèmes où on a vraiment une préoccupation importante presque tout au long de l'année. Et aussi, point important, une satisfaction du personnel qui travaille dans ces vergers qui est noté par tout le monde. Voilà certaines publications qui permettront en cours ou qui ont été réalisées, qui permettront éventuellement d'avoir plus de détails sur les résultats de l'ensemble du projet, notamment dans l'innovation agronomique apparaître. Voilà, merci de votre attention. Merci Jean-Michel. À votre disposition pour les questions. Ouais, merci, bah, c'était très bien pour le timing. Ah oui, je vois pas le. Faut peut-être que tu le départages, Jean-Michel. Ça n'a pas marché le. Ah non, c'est peut-être moi qu'il faut que j'affiche. Normalement, c'est bon. Ouais, pardon. Merci encore. Je vais peut-être couper l'enregistrement ici, puis on sera plus libre pour discuter par la suite. Il y a déjà